Merci Madame la Présidente. Merci au comité d'organisation de m'avoir offert l'opportunité de venir ici parmi vous. Je suis la seule intruse, je pense, dans une communauté de pneumos. Ah voilà, il y a une autre, voilà. On est deux. Et parler après Siali sur la biothérapie et Mej sur les macrolides. Bon, je n'ai ni de défi ni de challenge. Et non, je vais... Donc, cette biothérapie, la molécule qui a le plus de recul, c'est le Xolair. Et de plus en plus, nous assistons donc à une évolution ou une révolution des thérapies ciblées qui vont permettre une thérapie à la carte pour ces malades présentant une polypose naso-sinusienne. Comme vous savez tous, ces pathologies inflammatoires sont très fréquentes et affectent la même voie respiratoire. Elles sont souvent associées et partagent une physiopathologie similaire qui est la signature de type T2. Leur coexistence détermine des formes cliniques plus sévères et plus difficiles à traiter. Et tout particulièrement, c'est une polypose qui est réfractaire, qui résiste même au traitement chirurgical. Et donc, c'est là où l'intérêt des biothérapies. Il y a une dichotomie dans la classification anglo-saxonne où, en mettant un endoscope, on sait s'il y a des polypes ou il n'y a pas de polypes. Et on va donc phénotyper notre malade en rhinosinusite chronique with nasal polyps ou without nasal polyps. Les Français ont préféré choisir une autre classification qui est la rhinosinusite œdématopurulente qui se voit dans la dyskinésie ciliaire mais également dans la mucoviscidose et qui a à prédominance essentiellement neutrophilique, ou la rhinosinusite chronique œdémateuse dont fait partie la polypose naso-sinusienne à signature immunitaire T2. Donc cette polypose naso-sinusienne va atteindre 1 à 4% de la population et fait à peu près 20% de l'ensemble des rhinosinusites chroniques. Elle est associée à un asthme dans 40 à 67% dans la littérature et l'association à un asthme fait d'elle un phénotype beaucoup plus sévère à traiter, d'autant plus s'il y a une triade de Vidal. L'allergie qui a été pendant longtemps incriminée dans la survenue de la polypose naso-sinusienne n'est qu'un épiphénomène, mais qui va aggraver encore plus l'inflammation en prolongeant encore la vie des éosinophiles dans les tissus respiratoires. Donc pour nous, on met un endoscope et on a un score endoscopique dans chaque narine de 1 à 4 et on classe ces polyposes sur le scanner par la classification connue de l'Inde-Mackay. Un peu de physiopathologie, je sais que vous connaissez tous cette plaque, mais à la suite d'agressions épithéliales, il y a les facteurs environnementaux, mais je vais m'attarder essentiellement sur le staphylocoque aureus avec le superantigène qui est à l'origine actuellement de la polypose dans plusieurs séries, va déclencher à la fois les voies immunitaires innées et adaptatives. Et donc, les voies innées, c'est le ILC2 qui va être responsable donc, de la production de cytokines. Et comme l'a dit Siali, je vais toujours répéter comme l'a dit Siali, les cytokines, c'est un langage intercellulaire. Et donc, à partir de là, il y aura un afflux d'éosinophiles avec donc, la production de leurs toxines qui sont délétères pour la muqueuse respiratoire, mais également avec la production par les lymphocytes B et des IgE et la dégranulation des mastocytes, ce qui fait qu'il y ait un orage cytokinique épithélial. Et là, c'est la similitude physiopathologique. Nous avons copié cette physiopathologie sur vous, pneumologues, pour expliquer notre polypose. Et donc, les biothérapies s'attaquent à ces cytokines, donc à ces molécules de langage intercellulaire. Le phénotype actuel de rhinosinusite chronique, chronique with and without nasal polyps, ne reflète pas de manière adéquate la diversité physiopathologique et l'hétérogénéité de ces affections. Donc la compréhension du lien physiopathologique et clinique qui unissent ces deux pathologies respiratoires est essentielle à l'identification moléculaire d'endotypes biologiques qui est la cible des biothérapies actuellement. Et donc dans une étude multicentrique recensant 173 patients, il y a eu 10 clusters et il y a eu plusieurs de profils inflammatoires tissulaires. Et plus on se rapproche de T2 high, plus on aura des polypes et de l'asthme. Et donc, ce sont ces patients-là qu'on appellerait les T2 high, où il y a de la polypose et de la rhinosinusite chronique, et les T2 low, où il y aura plus des rhinosinusites chroniques sans polypose et moins d'asthme.
Et donc, le lien qui unit l'asthme sévère et la polypose est connu depuis longtemps. Et on sait tous que les maladies chroniques des voies aériennes commencent dans le nez et se terminent dans les branches et les alvéoles. On se partage, enfin ces deux affections plutôt se partagent, les symptômes, les mécanismes, la physiopathologie, mais également la réponse au traitement. Et des biopsies ont été réalisées aussi bien dans la muqueuse nasale que dans la muqueuse bronchique pour évaluer ce lien étroit entre ces deux voies hautes et basses. Et donc, si on se réfère à ce travail de Klaus Bacher, et Klaus Bacher a beaucoup travaillé sur les pathologies des voies respiratoires, il a comparé sur des biopsies réalisées chez des patients présentant des rhinosinusites chroniques avec une polypose, la population d'éosinophiles. Et donc, dans la cohorte, il y avait 27 patients, dont 18 uniquement présentaient un asthme, et donc tous les patients étaient porteurs de polypose. Et les conclusions en bref de cet article, c'est qu'il y a eu des concentrations plus élevées de cytokine T2 dans les polypes par rapport aux biopsies, aussi bien turbinales que bronchiques, donc il y a plus de T2 dans les polypes. Il y a des corrélations trouvées entre les marqueurs inflammatoires T2 du polype et des biopsies bronchiques dans la polypose concomitante avec l'asthme, et aucune preuve d'inflammation des voies aériennes inférieures chez les patients présentant une polypose sans asthme. Est-ce que c'est le faible échantillonnage qui en est la cause? On ne sait pas, mais il faudra plus d'études pour évaluer en fait cette inflammation. Une autre étude que j'ai trouvée intéressante, qui s'est intéressée à l'étude scanographique des patients présentant un asthme, qu'il ait ou non une polypose. Et on a trouvé qu'il y avait des anomalies TDM présentes chez tous les patients porteurs d'asthme. Donc si vous faites un scanner à vos patients présentant un asthme, vous allez trouver des opacités, même si le patient ne se plaint pas de symptômes rhinologiques, effectivement. Et que l'épaisseur de la muqueuse nasale est en corrélation avec le degré de biomarqueur inflammatoire T2. Donc les implications, c'est que la présence d'une polypose prédispose à un asthme plus sévère et donc plus difficile à contrôler et a un impact négatif sur le contrôle thérapeutique. Quelles sont les molécules qui sont disponibles actuellement en matière de biothérapie? Donc il y a les anti-IgE qui sont les plus anciens, l'omalizumab. Il y a les anti-interleukine 5 qui s'attaquent aussi bien à la fraction libre de l'interleukine 5 ou au récepteur qui est sur l'éosinophile. Et dans ce cas-là, avec la biothérapie anti-récepteur, on va avoir une mort de l'éosinophile. Et il y a le dupilumab qui s'attaque à l'interleukine 4 et à l'interleukine 13 qui se partagent une sous-unité donc sur la paroi éosinophilique. Et actuellement, on assiste à la production en fait de thérapie génique contre les alarmines et donc tout à fait en amont de la réaction inflammatoire qui serait là aussi efficace sur les réactions T2 mais également non T2. Et donc c'est la même diapo que Ciali où Gina a classé à partir du palier 4 et 5 les asthmes sévères et qu'il y a je reviens, et que la biothérapie plutôt est en additionnel dans le palier 5. Et donc, les asthmatiques modérés à sévères allergiques, on les traite par les anti-IgE, et les asthmatiques sévères avec hyper-éosinophilie, actuellement, on accepte une hyper-éosinophilie sanguine plus de 150 éléments non contrôlés pourraient bénéficier d'une biothérapie. Je vais refuser l'appel. Hein. Voilà. Pour nous, ORL, je pense que c'est un peu plus précis. Il y a eu 2 papiers qui sont sortis pour poser l'indication d'une biothérapie et choisir les patients éligibles à cette biothérapie. Pour le POS, European Position Paper, c'est la présence d'une polypose chez un patient qui a eu déjà une chirurgie. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait 3 critères parmi ces 5. L'évidence of type 2 inflammation, donc est-ce qu'il y a une inflammation de type 2? Et cette inflammation est jugée sur la présence d'une éosinophilie tissulaire sanguine ou un taux d'IgE supérieur à 100.
est-ce que le patient a eu un besoin en corticostéroïdes systémiques? Est-ce qu'il y a une altération de la qualité de vie si le SNOT 22 est supérieur ou égal à 40? Est-ce qu'il y a une altération de l'odorat? Et en dernier, est-ce qu'il y a une comorbidité asthmatique? Et donc, si on a 3 critères parmi ces 5, le patient est éligible à une biothérapie. Pour le FOREA, ils ont étendu encore plus le champ des indications et ils n'exigent pas les antécédents chirurgicaux de la polypose. Et donc, si le patient a eu une chirurgie, il faut qu'il y ait 3 critères. Et si le patient n'a pas eu de chirurgie, il faudrait qu'il y ait 4 critères parmi les 5. Donc, les résultats des biothérapies. En voyant un peu dans la littérature, je me suis rendu compte que les pneumologues ne s'intéressaient pas beaucoup à l'ORL dans les travaux qu'ils avancent sur les biothérapies. Et donc, j'ai relevé en fait 2 études, l'essai Quest, qui est une étude de phase 3, multicentrique randomisée en groupe parallèle, 1902 patients, mais malheureusement, ces patients n'ont pas eu d'examen ORL. Donc, c'est sur un self-reported, c'est-à-dire c'est un questionnaire que les patients ont répondu est-ce qu'ils ont ou pas des symptômes rhinologiques. Est-ce qu'ils ont ou non une polypose naso-sinusienne connue. Et dans cette étude, on voit qu'il y a un meilleur résultat des exacerbations asthmatiques avec la biothérapie quand il y a une polypose naso-sinusienne. Donc, on passe de 40% sans polypose à plus de 60% quand il y a une polypose, de l'efficacité donc de la biothérapie, autrement de bons répondeurs à la biothérapie. Une autre étude, c'est l'essai Andy, c'est une étude de phase 3 également, multicentrique randomisée en groupe parallèle. Et là aussi, malheureusement, c'est que le patient, il rapporte est-ce qu'il a une histoire de polypose ou pas pour vérifier l'efficacité de la biothérapie chez des patients asthmatiques qui ont eu besoin de ce traitement. Et là aussi, nous voyons que chez les patients qui présentaient une rhinosinusite chronique, il y avait une réduction des exacerbations de 69%, alors que chez les patients qui n'avaient pas de polypose, d'histoire de polypose, la réduction était de 49%. Autrement dit, la présence d'une polypose serait un gage d'une meilleure réponse de l'asthme à la biothérapie. Ces biothérapies permettent aujourd'hui de mieux contrôler des asthmes sévères. Qu'en est-il dans la polypose, souvent présente dans ces asthmes? Donc, il y a eu 5 biothérapies testées dans la polypose. Le Xolair avec les études en phase 3 du polype 1 et polype 2, recensant respectivement 138 et 127 patients. Le Dupilumab avec Liberty Sinus 24 et Liberty Sinus 52. Liberty Sinus 24, c'est 24 semaines de traitement et Sinus 52, c'est 52 semaines de traitement. Les anti-interleukine 5 avec l'étude Synapse. Et la dernière née, c'est l'étude Ostro avec le benralizumab qui a recensé 207 cas. Et donc, chez ces patients, l'asthme était présent à peu près entre 60 et 65% des cas. Et si nous voyons de très près l'étude du Dupilumab, dans le 24, nous voyons qu'à l'arrêt du traitement, il y a une reprise des symptômes. Alors que dans la 52, où il y a eu 2 bras, le premier bras a eu une biothérapie pendant 52 semaines, toutes les 2 semaines, et l'autre a eu un traitement 52 semaines, mais tous les mois. Et donc, on voit qu'il y a une meilleure réponse quand on prolonge encore plus la biothérapie dans l'étude du Dupilumab. Et l'étude Omalizumab, il y avait un tiers des patients qui ont eu une diminution du score endoscopique 2 sur 8 en moyenne, mais Polizumab c'est de même, et donc nous voyons qu'il y a une réduction du score endoscopique avec la biothérapie. Qu'en est-il des résultats sur l'odorat, alors que nous savons tous que la chirurgie n'améliore pas les troubles de l'odorat chez les patients opérés pour polypose naso-sinusienne. Et nous voyons que la biothérapie peut mieux faire que la chirurgie en matière des troubles de l'odorat, mais si on voit avec le Dupilumab, la proportion des patients anosmiques est passée de 74% à 23,9%, mais qui a une dégradation au fil du temps. Les résultats sur la qualité de vie reliés aux symptômes, là aussi, on voit qu'il y a une amélioration du SNOT 22,
dans tous les groupes traités par biothérapie, mais là aussi qui se dégradent au fil du temps. Et donc, il faut prolonger encore plus la biothérapie. Et pourquoi ça ne marche pas, Zohair? Tu avances ou tu recules. Voilà. L'impact sur le recours à d'autres thérapeutiques. On voit que dans la chirurgie, il y a une réduction de la nécessité d'opérer. En fait, ce n'est pas opérer, c'est plutôt une révision chirurgicale chez des malades déjà opérés et qui ont reçu de la biothérapie et une diminution de 67% des corticostéroïdes systémiques. Et ce sont les buts en fait de la biothérapie, c'est d'avoir une épargne cortisonique et de diminuer la chirurgie de révision, surtout avec les risques qu'on peut courir. Donc avec l'omalizumab, c'est également la même chose où il y a une réduction de la nécessité de recourir à des corticostéroïdes par voie orale. Ces résultats sont prometteurs. Les biothérapies semblent avoir une efficacité non seulement sur les exacerbations asthmatiques, mais aussi sur les symptômes de la polypose. On peut ainsi espérer dans le futur de diminuer au maximum le recours à une corticothérapie par voie générale et à la chirurgie en cas de polypose. Mais est-ce que les biothérapies sont aussi efficaces que la chirurgie? Il y a une seule étude dans la littérature, celle de Lund, non randomisée de patients, polypose grade 3 avec asthme, et les résultats avec l'omalizumab ou chirurgie étaient équivalents à 16 semaines sur le SNOT 22. Ce sont des études en phase 3 réalisées par des laboratoires qui vendent des médicaments, mais qu'en est-il en vie réelle? En vie réelle, j'ai relevé cette cohorte, Real Life Experience, dans le traitement de la rhinosinusite avec polypose nasosinusale. Et si vous voyez sur ce schéma, 29 patients qui ont reçu 48 traitements. Autrement dit, il faut s'attendre à switcher les biothérapies quand ça ne marche pas. Et donc, il faut s'attendre à ce qui nous attend. Il faut plutôt penser à ce qui nous attend avec ces biothérapies, switcher d'une molécule à une autre. Mais le problème de cet article, c'est qu'ils ont considéré comme un résultat successful, bon, quand il y a eu une amélioration du score endoscopique de 1. Et donc, dans ce cas-là, il y a eu 78% avec le dupilumab, 50% pour les deux autres, donc avec le benralizumab ou l'omalizumab. Résultat en vraie vie également sur les troubles de l'odorat et l'obstruction. Là aussi, nous voyons que les résultats sont moyens en vraie vie. Et donc, il faut voir sur le terrain que donneraient ces biothérapies. Le profil de tolérance, il est bon en moyenne. Les plus fréquents, c'est les rhinopharyngites. Vous connaissez plus que moi ça, et les réactions au point d'injection. Mais il y a deux avertissements qu'on peut relever dans la biothérapie. C'est qu'il y a une exacerbation dans 3% des cas des asthmatiques. Donc, il faut faire attention. Et en plus, si on copie un peu sur nos amis dermatos qui ont plus d'expérience, il y a une hyper-éosinophilie sanguine en cas de dupilumab, ce qui nécessite une surveillance par des NFS. Quelle est la durée du traitement? Là aussi, EPOS a fait sortir 5 critères pour juger de l'efficacité de la biothérapie. Et on va évaluer à 16 semaines. S'il y a une bonne réponse, on continue et on réévalue au bout d'une année. Euphoria, plutôt, demande toujours une concertation, et je trouve que c'est logique avec les pneumologues, parce que, comme vous savez, en France, uniquement le dupilumab, jusqu'à ce jour, dans la littérature, enfin dans les articles, qui a l'AMM pour les ORL qui peuvent le prescrire directement pour la polypose. Pour toutes les autres molécules, il faut une concertation ou un avis pneumo, et donc une réunion entre pneumo et ORL est nécessaire pour décider de la biothérapie. Et donc, on passe à la chirurgie, soit après 6 mois s'il y a échec du traitement, ou après 12 mois si le patient n'est pas amélioré. Et ICAR consensus, pour lui, dupilumab, comme je vous ai dit, a la seule AMM pour la rhinosinusite chronique avec polypose seule, et pour les autres, il faut que ça s'associe à un asthme éosinophilique ou allergique pour le choix de la molécule. Ça, c'est le FDA qui, là aussi,
fait introduire actuellement le anti-TSLP dans la prise en charge des asthmes sévères. Biothérapie, mais le coût. Le coût, si on compare par exemple la chirurgie endoscopique nasosinusienne en Angleterre, elle coûterait 2 592 $, alors que le dupilumab en annuel coûterait 44 402 $. Mais dans ces études, ils n'ont pas tenu compte de l'invalidité liée à l'asthme associée à la polypose et donc de la thérapie qu'on donnerait dans l'asthme. Donc je conclus. Les résultats obtenus avec les biothérapies modifient le paradigme de la prise en charge de la polypose sévère et réfractaire. Elles influencent le bilan préthérapeutique et vous incitent, vous, pneumo, à chercher une rhinosinusite chronique associée à cet asthme. Les résultats très satisfaisants des biothérapies dans les essais de phase 3 doivent néanmoins être mis en balance avec les expériences de terrain, retrouvant parfois une efficacité thérapeutique dissociée sur le versant pulmonaire ou nasal. Si un contrôle satisfaisant de l'asthme obtenu avec une biothérapie doit-il être remis en question si le patient n'est pas amélioré pour sa polypose? Et de même, est-ce qu'on va changer une biothérapie lorsqu'elle marche dans une polypose au prix de déstabiliser l'asthme? Ces questions viendront bien sûr enrichir les discussions que les ORL et les pneumologues doivent entretenir. L'approche phénotypique doit s'enrichir d'une caractérisation endotypique, moléculaire, pour mieux choisir la molécule. Pour le moment, ces médicaments sont prescrits chez les patients dont les polypes persistent malgré un traitement médical maximal, qui présentent une récidive malgré une intervention chirurgicale et qui ont des maladies comorbides T2, notamment un asthme modéré à sévère ou une triade de Vidal. De nombreuses questions restent néanmoins en suspens. Comment faire une caractérisation endotypique en pratique courante? Est-ce qu'on fait des prélèvements de nez, des prélèvements bronchiques, des sécrétions, des frottis? L'essor des nouvelles cibles thérapeutiques, les facteurs prédictifs de succès de ces traitements, quelle est la durée optimale? Est-ce que c'est à vie? Actuellement, c'est ce qu'on accepte. Le risque d'échappement thérapeutique et le fait de switcher de molécules et la mise au point d'autres voies d'administration autres que sous-cutanées et intraveineuses. Et donc, vous flânez dans le ciel, il faut nous tirer avec vous dans cette nouvelle thérapeutique. Et nous salut.